Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Télé Djibouti dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. La 12e séance du Conseil des ministres est tenue ce matin où 4 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. Vous entendrez le porte-parole du gouvernement dans ce journal. Et cette sanction contre l'Iran, Rouhani accuse Washington de mentir sur sa volonté de négocier. Bonsoir. Sous la présidence du chef de l'État et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh s'est tenue ce matin la 12e séance du Conseil des ministres où 4 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La première question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour le projet de construction du câble sous-marin de télécommunications à Djibouti. Le compte rendu nous est fait par le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssef. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 12e séance du Conseil des ministres en ce mardi 25 juin 2019. Était inscrite à l'ordre du jour 4 questions. La première question concerne un projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour le projet de construction du câble sous-marin de télécommunications à Djibouti, dénommé DER 1. La République de Djibouti a conclu avec la Banque islamique de développement le 25 mai 2019 un accord de financement d'un montant de 38 830 000 $, soit environ 5 500 millions de francs djibouti, pour contribuer à la réalisation de ce projet de câble sous-marin, donc appelé DER. Le projet consiste à interconnecter 2 principaux hubs de télécommunications en Afrique de l'Est, à savoir la République de Djibouti et la République du Kenya. 2 branches d'interconnexion secondaires permettront de relier le tronc principal du système avec Mogadiscio, Barbara et Bosaso en Somalie. Le câble est prévu pour une mise en service le 30 juin 2020. Actuellement, la phase de construction est en cours. Ce projet permettra de contribuer au développement socio-économique de notre pays en fournissant des services de technologie de l'information et de la communication efficaces et fiables, ce qui propulsera Djibouti comme pôle régional des technologies de l'information et de la communication d'ici 2024, tout en fournissant un accès Internet à plus de 60 millions d'abonnés dans la région d'ici 2024. La station d'aboutissement du câble sous-marin sera située dans le district de Haramous, à Djibouti Sud. La question 2 est relative à un projet de loi portant ratification d'un accord de financement pour le projet de renforcement du système de santé axé sur la santé maternelle, néonatale et infantile. Notre pays a conclu avec la Banque islamique de développement, toujours le 15 mai 2019, un accord de prêt par vente à tempérament d'un montant de 20 millions de $, soit 3,5 milliards de nos francs, et un accord de prêt ordinaire de 6 millions de $, soit 1 milliard de francs Djibouti. Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan national de développement du système de santé, notamment l'amélioration du domaine de la santé maternelle et infantile et la réduction de l'impact des maladies transmissibles et non transmissibles sur le bien-être social de la population et sur la productivité économique de notre pays. Ce financement servira également à renforcer la capacité du système de santé à répondre efficacement aux besoins de la population en matière de services d'urgence à travers la réhabilitation et la transformation de l'hôpital Bouffar en centre national de référence en santé maternelle, néonatale et infantile. La rénovation de l'extension des unités d'urgence des hôpitaux Pelletier et Balbala et ainsi que la réhabilitation des CMH des 5 régions de l'intérieur. Le projet a aussi comme cible l'appui pour la formation de courte et longue durée du personnel de base dans les domaines de formation identifiés. Ce projet appuiera la formation en suivi évaluation, ainsi que le développement de manuels et de guides pour l'amélioration continue de la qualité des services PLNS. Le Conseil des ministres s'est aussi par la suite penché sur un projet de loi portant ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. La troisième question concerne un projet de loi portant ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale. Il est primordial
pour la protection de nos enfants de réguler l'adoption et de mettre en place un système de coopération et de collaboration efficace avec les pays d'accueil pour lutter contre les pratiques illégales. C'est dans ce cadre que la Convention de l'AE sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale doit être ratifiée par notre pays. Cela constitue un élément de garantie pour les enfants, les familles naturelles et les familles adoptives, car elle définit le cadre de l'application pratique des principes de l'adoption internationale, contenus dans la Convention relative aux droits de l'enfant. En effet, on compte parmi ces principes la garantie que les adoptions ne sont autorisées que par des autorités compétentes, guidées par le consentement éclairé de tous les intéressés, que l'adoption internationale jouit des mêmes garanties et normes que celles des adoptions nationales et que l'adoption internationale ne débouche pas sur des gains financiers impropres pour ceux qu'elle implique. La quatrième question concerne un projet de décret portant approbation du contrat de concession du projet éolien. Ce contrat de partenariat public-privé concerne la construction d'un parc éolien à Goubet et la production d'énergie éolienne renouvelable. Dans le cadre donc de ce contrat, une centrale éolienne de 60 MW sera construite à Goubet et le consortium en charge donc de ce projet est un consortium de développement qui est composé d'Africa Finance Corporation, de Great Investment Holdings, de la FMO et du Climate Investor One. Ce projet reste le premier projet signé dans le cadre d'un partenariat public-privé. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel les lettres de créance du nouvel ambassadeur de la Fédération de Russie, Mikhail Golovanov. Le nouveau ambassadeur de la Fédération de Russie s'est réjoui donc d'exercer ses nouvelles fonctions dans un pays avec lequel la Russie a des relations d'amitié profonde et de respect pendant plusieurs décennies. Au cours de cette audience, le chef de l'État a exprimé aux diplomates russes son entière satisfaction au vu de l'ouverture d'une ambassade de la Fédération de Russie en République de Djibouti. Ce qui reflète, a-t-il ajouté, la densité et la qualité des relations bilatérales que nos deux pays ont su développer au fil du temps. En outre, le président Guelleh a souligné que la coopération djibouto-russe est fondée sur le respect mutuel, la solidarité et un partenariat sécuritaire et stratégique bénéfique aux deux pays. Pour maintenir la paix et la stabilité à l'échelle nationale et régionale, nous tenons à continuer notre dialogue politique, y compris sur le haut niveau. Nos deux pays partagent les approches communes aux problèmes clés globaux. Le mécanisme de consultation politique dans nos ministères des Affaires étrangères, récemment établi, a démontré son efficacité et l'intérêt réciproque d'approfondir nos liens dans plusieurs domaines. La Russie est prête à développer d'une manière conséquente notre coopération militaire et technique, ainsi qu'à continuer la formation des cadres nationaux civils et militaires, le domaine où nous avons obtenu de bons résultats. Je pense aussi que la Russie et Djibouti, comme les pays démocratiques, pourraient mieux utiliser le potentiel des relations interparlementaires. Excellences, Monsieur le Président, permettez-moi de vous adresser mes félicitations les plus chaleureuses et sincères à l'occasion du 42e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance de la République de Djibouti et tous mes meilleurs vœux pour vous-même, pour vos proches et ceux de la paix et de la prospérité pour le peuple djiboutien. Je voudrais vous assurer que je vais appliquer toutes mes forces et mon expérience pour faire progresser nos relations bilatérales. Dans ce contexte, je compte sur votre aimable soutien et assistance personnelle. Vive la Fédération de Russie et vive la République de Djibouti. Vive l'amitié entre nos deux peuples. Je vous remercie, Monsieur le Président. La présence du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, et la conseillère politique du président de la République, Madame Fathiya Jamaoudine.
Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, a présidé aujourd'hui un séminaire portant sur l'avenir des opérations de maintien de la paix des Nations Unies dans l'espace francophone. Ce séminaire a regroupé, outre le ministre de la Défense, la représentante du système des Nations Unies, Barbara Manzi, des représentants des pays francophones concernés par la question, des partenaires nationaux et internationaux travaillant étroitement avec le ministère de la Défense sur cette question et des hauts cadres du ministère de la Défense. Ce séminaire de 2 jours permettra aux participants des pays africains francophones de mieux connaître et comprendre les processus de constitution des forces et maîtriser les différentes procédures opérationnelles. D'emblée, cette première séance a permis de dégager plusieurs points importants. Il s'agit notamment de la promotion du dialogue national et de la réconciliation, de la protection des civils, de l'aide au désarmement et la réinsertion des combattants, de l'aide à l'organisation d'élections, la protection et la promotion des droits de l'homme et la promotion de la réforme du secteur sécuritaire. Écoutez la représentante du système des Nations Unies. Texte actuel. Nous devons plutôt nous unir et unir nos forces pour mieux nous préparer à lever les défis, d'assurer d'abord la protection des citoyens du monde et ensuite notre propre sécurité. Mesdames et messieurs, avant toute chose, permettez-moi de saluer le travail que vos pays accomplissent quotidiennement dans le cadre des déploiements de vos casques bleus dans les différents théâtres de maintien de la paix partout dans le monde. Le ministre de la Défense s'est dit satisfait de l'organisation de ce séminaire. On l'écoute. En ma qualité de ministre de la Défense, chargé des relations avec le Parlement, je ne peux que soutenir un tel événement qui vise à encourager et faciliter la participation des États francophones africains aux opérations de maintien de la paix. Votre présence ici à Djibouti illustre la volonté de vos différents pays à œuvrer de concert avec les Nations Unies, les organisations régionales et la communauté internationale à faire du maintien de la paix un outil essentiel sur ces continents où se déroulent en ce moment un grand nombre de missions de paix de l'ONU. Pays contributeurs, les pays d'Afrique francophone fournissent également de manière substantielle des troupes, des observateurs militaires et des policiers individuels aux différentes missions déployées à travers le monde. Environ des milliers de casques bleus originaires de ces pays participent aux missions onusiennes et, à titre d'exemple, la République de Djibouti qui déploie ses troupes dans 2 pays de l'Afrique, à savoir la Somalie dans le cadre de la MISOM et au Darfour, au Soudan. Dans le cadre de ces activités, répondant particulièrement à l'axe 1 du plan stratégique, construction d'une base de données fiable en vue d'avoir un système d'information fiable, de qualité couvrant le champ de l'handicap et suite à la signature de la convention de partenariat avec l'Institut national des statistiques de Djibouti, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé aujourd'hui un atelier de présentation et de validation de la méthodologie et du calendrier de l'enquête nationale d'handicap, prévu donc pour la rentrée 2019. À la fin de cet atelier, le directeur général de l'Agence nationale des personnes handicapées, Doual Saïd Mahmoud, a adressé ses plus vifs remerciements à son homologue, Idriss Ali Souldan, et à ses partenaires et toutes personnes qui ont rendu possible cet atelier. Écoutons cette fois le mot du secrétaire général du ministère des Finances. L'agence remplit une mission d'accueil, d'information, de soutien et de conseil à l'égard des personnes handicapées et de suivi de la mise en œuvre de la Convention. C'est ainsi qu'il est apparu nécessaire de disposer de données statistiques fiables mettant en exergue la situation et les besoins des personnes handicapées. Pour ce faire, l'Agence nationale des personnes handicapées a signé une convention de partenariat en avril 2019 avec l'Institut national de Djibouti. Cette convention a pour objet
de réaliser des études statistiques sur la situation particulière des personnes handicapées dans l'optique d'améliorer la condition de vie des personnes à besoins spéciaux et la lutte contre la discrimination à l'égard de cette dernière personne. À cet effet, l'INSD, qui est sous la tutelle du ministère des Finances, va collaborer avec l'ANPH dans le domaine de la coordination technique en assurant l'harmonisation, l'utilisation des données, des concepts et d'outils communs en matière de statistiques du handicap. Mesdames et messieurs, honorables invités, je ne peux clore mes propos sans exprimer mes vifs remerciements aux partenaires techniques et financiers pour les rapports dans la mise en œuvre de ces activités et programmes axés sur les personnes handicapées. À la une également, le premier tour des opérations électorales de la Chambre du commerce de Djibouti a débuté hier matin à la Chambre de commerce et dans les préfectures des 5 régions. L'ensemble des opérateurs que comporte la communauté d'affaires djiboutienne sont appelés aux urnes pour élire leurs représentants au sein de l'Assemblée générale de la Chambre de commerce. Pour information, cette Assemblée générale est composée de 44 membres, dont 39 représentent les 8 catégories professionnelles homologuées à Djibouti-Ville et 5 les opérateurs des régions de l'intérieur à raison d'un élu par région. Ainsi, chaque électeur inscrit sur la liste électorale est invité à travers ces élections à exprimer donc à travers un vote au profit du ou des candidats en liste pour sa catégorie. Ces opérations électorales se sont clôturées à 14h pour les régions de l'intérieur et à 18h pour Djibouti-Ville. À l'issue du scrutin, le président des bureaux de vote procédera au dépouillement et à la proclamation des résultats. Dans une quinzaine de jours, les 44 membres élus retourneront ainsi aux urnes pour élire le président de la Chambre de commerce et les 8 membres du bureau. Notre équipe de reportage a recueilli donc quelques réactions, notamment celle de M. Abdoulaye Mohamed Ismaël, opérateur dans le domaine de l'artisanat. Et vers 23h passées, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssef Moussa Douale, a accordé une interview à la télévision nationale sur les résultats et le bon déroulement du scrutin. Également dans l'actualité, le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a organisé hier au Stade Goulet une cérémonie de remise de diplômes au profit d'une trentaine d'animateurs et de jeunes bénévoles des CDC qui ont suivi avec succès un stage de renforcement des capacités durant 3 jours. Et bien cette formation qui avait pour objectif de redynamiser les centres de développement communautaire, donc à un moment où la jeunesse djiboutienne s'apprête à participer avec exaltation à la célébration du 42e anniversaire de l'indépendance à travers ces plateformes. Et bien la formation a été dispensée par un volontaire d'aide technique, assistance et formation au profit des animateurs des centres de développement communautaire. Il s'agit de M. Endo Hirokuruki. La cérémonie s'est déroulée sous la houlette du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Également dans l'actualité et dans le cadre de la célébration toujours du 42e anniversaire de notre souveraineté nationale, la mairie de Djibouti a organisé une tournée pour visiter les patrimoines historiques et culturels qui datent de l'époque coloniale au profit des jeunes collégiens et lycéens issus des différents établissements de la capitale. La visite guidée était animée par un professeur d'histoire-géographie, en l'occurrence M. Mohamed Aden Jama, afin de leur expliquer au mieux les rôles que les différentes institutions et bâtiments, mosquées ou synagogues, ont joué avant l'indépendance. La visite guidée a commencé donc par le camp Cheikh Ousmane, la place de l'indépendance située à côté de la galerie Riyad, l'avenue 13 ou avenue Cheikh Ahmed, l'hôpital général Pelletier, le conseil constitutionnel, la mosquée Mahmoudi, la mosquée Saada, la place Ménélique, le Continental Hotel ou l'actuel restaurant La Chaumière, l'ancienne synagogue où se situe actuellement l'assurance Amerga et a pris son terme à la mairie de Djibouti. Sur cette initiative, la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awale, a voulu inculquer l'histoire de notre capitale aux élèves afin de leur permettre d'accéder à des histoires qui leur aient jusque-là méconnues.
Après cette visite guidée, les jeunes étudiants ont été très fiers de cette tournée et ils ont qualifié que c'est une première. Le directeur du cabinet à la mairie, donc Ahmed Mahmoud, a par ailleurs expliqué que la maire de la ville de Djibouti, Fatouma Awali Ousmane, invite la population djiboutienne à participer massivement pour la célébration de notre indépendance et une kermesse aura lieu au profit des personnes à besoins spéciaux, a-t-il indiqué. Le colonel Ouassem El-Borolé, commandant la garde-côte, a reçu une délégation conduite par M. Yu Byung-Yug, commandant de la coalition des forces maritimes des 33 pays conçus pour éradiquer la piraterie maritime internationale, et ce en présence entre autres des officiers de deux organisations. Le commandant de la garde-côte et le commandant de la CTF ont eu des échanges fructueux et constructifs, faisant état de la nécessité d'une très bonne coopération sur la sécurité et la sûreté maritime entre les deux organisations afin d'assurer efficacement les opérations conjointes. Le colonel Ouassem El-Borolé a d'emblée souhaité la bienvenue à son hôte et sa délégation avant de lui faire une brève présentation des différentes missions et services de la garde-côte djiboutienne. Le commandant de la coalition des forces maritimes des 33 pays conçus pour éradiquer la piraterie maritime internationale a pour sa part loué le développement et les avancées majeures enregistrées en si peu de temps en termes de la sécurité et la sûreté maritime de la garde-côte djiboutienne. Page nécrologie à présent, c'est avec tristesse et consternation que nous avons appris la mort soudaine de feu Mariam Ousmane, survenue hier à 1h du matin. La défunte laisse derrière elle 3 garçons et 3 filles, dont Rahim Ali, notre collègue et chanteuse du groupe Jeune Talent 2. La direction générale et l'ensemble du personnel de la RTD adressent leurs sincères condoléances à la famille et proche de la défunte. Que le Seigneur ait pitié de son âme et l'accueille en son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et suite au décès survenu de feu Djamaluddin Abdelkader Redo, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Waqf, Momin Hassan Baré, a adressé un message de condoléances à la famille du défunt et à ses proches, ainsi qu'à l'ensemble des intellectuels vouant une admiration particulière aux idéaux de l'humanisme et de la solidarité entre culture et peuple. Le ministre a salué un éminent chercheur qui a consacré sa vie à la création littéraire et à la recherche anthropologique, notamment ses écrits sur les coutumes et le patrimoine culturel ancestral. Le ministre de la Culture a conclu son message en implorant Allah, le tout miséricordieux, d'accueillir l'âme du défunt en son paradis éternel et lui accorder sa clémence. Dans l'actualité internationale, les tensions n'ont jamais été aussi fortes entre les États-Unis et l'Iran. Le président américain Donald Trump a signé hier un décret imposant de nouvelles sanctions visant le guide suprême iranien et bientôt son ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif. Selon Trump, ces nouvelles sanctions font suite à une série de comportements agressifs de la part du régime iranien au cours des semaines écoulées dans la destruction d'un drone américain. Trump, depuis le bureau ovale, assurant que les sanctions pourraient rester en place pendant des années. Les sanctions contenues dans ce décret empêcheront le guide suprême, son équipe et d'autres qui lui sont étroitement liés d'avoir accès à des ressources financières essentielles. C'est ce qu'a précisé le chef de la Maison-Blanche.
La France veut ouvrir un nouvel espace de dialogue politique avec la Russie. C'est le message qu'a délivré Édouard Philippe à son homologue. Le Premier ministre russe a été reçu à la mairie du Havre, l'ancienne maison d'Édouard Philippe, pour renouer le fil entre les deux pays. Emmanuel Macron, qui peu après son élection en 2017 avait reçu le président Vladimir Poutine à Versailles, pour la dernière visite du haut niveau russe sur le sol français, appelle donc à rebâtir la confiance et la sécurité avec Moscou. Et pour ce faire, Paris donc avait apporté son soutien pour éviter une sortie de la Russie du Conseil de l'Europe. Et c'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.